Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco. Presse Éco, c'est votre émission hebdomadaire de débat, d'analyse et de commentaires sur les faits qui ont marqué l'actualité au plan national et international. Merci donc de vous retrouver pour aujourd'hui. Nous allons évoquer au plan national un ensemble de sujets. On commencera par l'arrestation de Safiatou Lopez, qui est la présidente donc d'un ensemble d'organisations de la société civile. Le cadre de concertation des organisations de la société civile a été arrêté. Nous revenons donc sur cette actualité. Et puis, la question sécuritaire toujours. Nous avons assisté donc à une attaque des FDS en multitude et surtout avec la dernière attaque qui a fait 7 morts parmi les FDS. Nous allons en parler et puis on terminera avec le procès Push, surtout la question des procès verbaux litigieux qui se passent. Nous évoquerons donc ces sujets. Et puis au plan africain, international, ce sera la RDC, RD Congo, où en tout cas des poids lourds ont été tout simplement invalidés pour la présidentielle du 23 décembre. Il s'agit de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. Pour évoquer ce sujet-là, j'ai autour de ce plateau-là Mamadou Ali Compaoré, et donc il est journaliste à la RTV Télévision Nationale, ancien présentateur du journal. Merci à Ali d'être sur ce plateau. Et puis Évariste Konsebo, il est chroniqueur média, directeur de publication du Cercle d'éveil, qui est un journal spécialisé, président du Cercle d'éveil, association de promotion des droits de l'homme également, et il est aussi premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis André Eugène Ilboudo, il est le directeur de la radio des écoles. Et puis enfin, notre dernier invité, c'est Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau et président du Centre de recherche internationale et de stratégie CRI. Merci, Maître, d'être sur ce plateau ce matin. Alors, je rappelle, chers téléspectateurs, que cette émission est une émission interactive, comme on a l'habitude il y a chaque quinzaine. Alors, les uns et les autres peuvent déjà s'apprêter à appeler pour être rappelés par la suite, par la télévision. Et puis, nous allons donc discuter des sujets qui sont passés en revue sur ce plateau. On va commencer, mais avec une actualité aussi importante. Il s'agit donc de la visite d'État du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, donc qui est en Chine pour une visite d'État. Ce qu'on peut dire, c'est que le président séjourne avec une forte délégation. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État après 1994, quand il est intervenu la rupture des relations. Et puis, on peut aussi dire que c'est dans, en tout cas, la signature, il aura comme avantage, ou en tout cas, retombée de cette visite-là, de nombreux accords de coopération qui vont être signés. Alors, je voudrais juste vous poser la question. On a vu une tribune de Alpha Bari dans la presse qui estimait que c'était une visite historique. Est-ce réellement une visite historique? André Genilboudou. Ben écoutez, pour les non-historiens, tout est historique. Historique dans le sens que ça est intervenu soit une vingtaine d'années après, sinon un chef d'État qui vit un autre pays, je ne vois pas ce que l'on pourrait qualifier d'historique. Mais bon, écoutez, vous savez, en diplomatie, plus vous pouvez faire de la surenchère, mieux ça vaut. Donc, je crois que ce qualificatif-là rentre dans ce cadre-là. Seulement, ce que l'on peut dire, c'est que, bon, on aurait remarqué que le voyage du chef de l'État n'a pas duré après que les relations soient renouées avec la Chine populaire. Donc, bon, et puis en plus, c'est quand même un sommet entre la Chine et beaucoup d'États africains. Donc ce n'est pas simplement le Burkina que l'on invite en Chine, mais bon, c'est tous les pays africains qui viennent en Chine pour un sommet Chine-Afrique. J'aurais aimé que peut-être un jour un pays comme le nôtre puisse organiser un sommet et qu'il invite par exemple différents États d'un autre continent, par exemple pour dire Burkina, Europe, mais c'est le Burkina qui reçoit tous les pays européens qui viennent, quoi. Sinon, bon, on va voir que c'est tous les Africains qui passent tout leur temps à courir derrière. Peut-être que les Africains n'ont pas, peut-être dans l'immédiat, quelque chose à donner, parce que, par exemple, pour cette visite d'État en Chine, on parle quand même de beaucoup d'argent, des accords de prêt qui vont être signés, c'est important. Parce que mais bon, écoutez, vous savez, tout le drame de l'Afrique, c'est un continent très riche avec des habitants qui sont très pauvres. Je n'ai jamais cru en la sincérité de la coopération. Quelqu'un ne peut pas venir vous prendre 100 francs et puis vous donner 10 francs et vous demander de le remercier. C'est ce qu'on fait avec l'Afrique. On vient, on pompe tout ce que l'Afrique a, on vient, on nous donne une sorte de ristourne et c'est nous qui applaudissons. Je n'ai jamais compris tout à fait comment on peut arriver à faire des choses comme ça. Mais bref, vous verrez que les Chinois encore viennent en Afrique
et ils vont tout pomper et repartir. Alors, Ali, cette visite, on en parle, on en reparle. C'est surtout le ministre Alpha Bari qui l'a présentée comme étant une visite assez spéciale où le Burkina devait venir en fanfare dans le concert des partenaires de la Chine, Pékin, etc., etc. Mais pour certains aussi, ça n'a rien de spécial parce qu'il n'y a pas qu'une seule visite d'État. Il y a aussi, par exemple, le président ivoirien qui a été aussi en visite d'État. Et donc, par conséquent, il s'agit simplement d'une visite d'État comme il y en a eu ailleurs également. Bon, je crois qu'Alpha Bari est dans son rôle. C'est lui le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Donc, il veut vendre toutes les actions du Burkina Faso et notamment du président Roch-Marc Christian Kaboré au prix le plus fort. Mais comme l'a dit le doyen Eugène, il n'y a rien d'historique dans cette affaire. C'est une rencontre qui se tient habituellement entre la Chine et les autres États qui avaient des relations avec elle. Bon, cette année, notre pays a renoué ses relations avec la Chine. Donc, le président Roch-Marc Christian Kaboré y est. Il n'y a rien d'historique dans cela. Quant aux accords qui ont été signés, si vous regardez, tous les pays ont signé des accords avec la Chine. Donc, ce n'est pas le Burkina seul qui a... Maintenant, ça aurait été une visite vraiment historique si le président Xi Jinping disait que lui venait au Burkina Faso. Ah là, ça c'est une visite historique parce que je suis quand même un peu âgé, mais je n'ai pas encore vu un président chinois, Chine de Pékin, venir au Burkina Faso. Bon, mais ceci étant, ce sont des mots, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le président allait faire là-bas et ce qu'il va ramener dans notre pays. Et puis pour embrayer avec ce que dit Eugène, faut pas qu'on se laisse berner. La Chine ne va pas développer notre pays à notre place. Je pense qu'on aura l'occasion de parler, mais on a vu le chef de l'État aller visiter la Grande Muraille et tout. Bon, c'était des photos, on sentait un chef d'État qui était en villégiature là-bas. Et tout ça, ça ne donnait pas l'impression de quelqu'un qui était allé travailler. Dans tous les cas, après la mission, on verra après. Oui, mais après la mission, on verra. Oui, après la mission est terminée. Oui. La mission est terminée. Il y a beaucoup de choses au Burkina Faso. Il y a beaucoup. Le président aurait gagné à reprendre son avion et revenir que de se pavaner sur les. Il est parti pour s'inspirer. Voilà. C'est un haut lieu quand même. De l'humanité. Donc, espérons qu'il aura une bonne inspiration pour venir faire des grandes œuvres comme ça au Burkina. Voilà. Non, en fait, ce que moi je peux en dire, moi, franchement, par rapport à cette reprise de coopération, moi j'attends de voir, parce que on m'annonce par exemple 700 milliards pour le projet de l'autoroute Ouaga-Bobo. Bon, c'est le contenu. Vous savez très bien que avec les Chinois, c'est des gens qui discutent très dur. Il faut avoir une équipe qui a une capacité managériale capable de négocier des projets qui puissent être des projets qu'on appelle gagnant-gagnant. Bon. Là, on a vu quand même une délégation assez forte, pratiquement autour de la cinquantaine. Oui, c'est pas tellement la quantité. C'est pas tellement la quantité. Les ministres, on en a vu c'est pas la quantité, comme je vous dis. Parce que, en fait, on attend de voir, parce que beaucoup seront vraiment, parce qu'on parle d'entreprises. Le chef d'État lui-même a reçu beaucoup d'entreprises. C'est quoi? Ça veut dire qu'on risque de se trouver avec des entreprises chinoises qui vont venir exécuter des projets et sur la base de prêts accordés par la Chine. Et finalement, tout ça, bon, je ne sais pas. Maître. Oui. Alors, c'est une visite d'État. Ça honore le Burkina. Plus de 20 ans après, le Burkina renoue avec la Chine. Une visite d'État, c'est vrai qu'il y a eu la visite d'État aussi d'Alassane Draman Ouattara. Mais en relation internationale, quand on fait une visite d'État d'une pierre deux coups, on accorde l'intérêt à qui? Est-ce que les intérêts sont pareils en relation internationale? Non, ça dépend du contenu de ce qui sera négocié. Une visite d'État peut ne rien donner de concret pour le pays, hein. Ça peut être une simple formalité. Et, par exemple, le besoin de rehausser le prestige de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, par exemple, quand un chef d'État vient d'être élu comme ça, voilà, pour dire que voilà, lui là, nous, on l'a coopté, tout, on organise une cérémonie, visite d'État, tu parles, les fanfares ronronnent, etc. Voilà, c'est tout. Et puis, il n'y a rien de concret pour le pays. Voilà. Mais cela dit, il faut reconnaître que c'est historique. C'est historique pourquoi? Parce que les livres d'histoire vont retenir que c'est la première visite de Roch depuis un certain temps, depuis la rupture avec Taïwan. Ça, c'est concret. Ensuite, les livres d'histoire vont retenir aussi que Ablas Ouedraogo avait été le ministre de la Chine de Taïwan et Alpha Bari a été le ministre de la Chine de Pékin.
D'ailleurs, même quand vous le voyez dans les chaînes internationales, quand on parle, n'est-ce pas, de ceux qui ont renoué avec la Chine, on voit Alpha Bari, n'est-ce pas, en train de signer le document, etc. Donc, à son point de vue, c'est historique. Maître, à cette allure-là, est-ce qu'on ne va pas dire qu'il y a des bébés de Taïwan, des bébés de Pékin aussi? Parce qu'il y en a qui sont nés après la rupture. Oui, c'est possible. C'est pour ça que je dis que c'est historique. Parce que ça marque, n'est-ce pas, des phases dans l'évolution de la diplomatie burkinabé. Et ça, c'est une nouvelle phase de la diplomatie burkinabé. Cela dit, comme j'avais eu à dire ici, lors de l'établissement des relations avec la Chine de Pékin, j'avais craint une certaine banalisation. Et vous avez constaté qu'on nous avait dit, lors de l'établissement des relations, que oui, le chef de l'État va se rendre en Chine en septembre, etc. Moi, j'avais cru que c'était une visite destinée à Roch-Marc Christian Compaoré tout seul. Kaboré, oui. Tout seul. Bon, Compaoré, bon, vous savez. C'est pas pareil. C'est pas pareil, maître. De toutes les façons, ils sont liés par alliance. D'accord. Ça, c'est une autre affaire, maître. Alors que vous voyez, c'est dans tout un grand ensemble. Donc, il y a eu des annonces, des effets d'annonce. Oui. Est-ce que ce sera des annonces sans effet? On ne sait pas. On aura l'occasion de voir au terme de cette visite. Toujours est-il que le Burkina n'est plus qu'un élément parmi des dizaines d'autres. Alors qu'avec la Chine de Taïwan, on était un élément important dans un dispositif réduit. C'est un choix diplomatique. Voilà, c'est un choix. Maintenant, à long terme, on verra ce que ça va donner. Merci, maître. Quelque chose. Une seconde. Une seconde. Moi, j'aime bien Maître, mais je ne suis pas sûr que l'histoire va être truffée d'éléments comme ça. Pour les livres d'histoire, sinon nos enfants, la tête de nos enfants vont péter, même si les petites choses vont péter. Mais ce que je voulais dire, vous savez, nous, on nous sert les images du Burkina. Et peut-être comme nous sommes à côté de la Côte d'Ivoire, on a vu les images du Burkina. Tous les chefs d'État qui sont partis en Côte d'Ivoire, c'est le même scénario. Merci André Génigouro. On s'arrête. Alice, merci. On va revenir sur le sujet quand la mission sera de retour et qu'on verra concrètement ce qui revient dans le panier. On pourra discuter donc plus longuement également. Alors on va évoluer. Second sujet, pour ne pas dire le premier sujet annoncé, il s'agit de l'arrestation de Safiatou Lopez. Safiatou Lopez est une figure bien connue de la société civile. C'est une militante très connue. Également, elle a participé à l'insurrection. Elle a beaucoup été parmi les lieutenants donc du Roch-Marc Christian Compaoré pour son accession au pouvoir et tout. Alors, elle est donc présidente du cadre de concertation nationale des OSC. Elle est également présidente de la PDC. Alors, elle a été arrêtée. On a remarqué, aujourd'hui, il y a quand même un grand débat autour des circonstances de l'arrestation. Déploiement d'une armada militaire à son domicile, absent de mandat, l'avocat était empêché d'assister à l'interpellation, des portes et des fenêtres défoncées. Alors, une garde à vue sans notification des mobiles après l'arrestation. Alors, on a vu aussi le communiqué du parquet qui a essayé de situer, mais tout de suite démenti donc par l'avocat. Alors c'est un ensemble de choses. Alors dans les OSC, il y a un collectif qui est né donc pour les droits et la liberté de Safiatou Lopez. Également le CFOP aussi a produit un communiqué. Ça devient une question éminemment politique. Évariste Konsebo, alors analyse d'abord des circonstances de cette arrestation et du placement en garde à vue. De quoi s'agit-il qui nourrit tant cette polémique-là? Cette fois-ci, bon, par rapport au contenu après coup, on verra que c'est le même mode opératoire, mais cette fois-ci, ce qui diffère quand même, c'est la manière forte. Parce qu'on a vu quand même un déploiement assez lourd en armement. C'était l'impression même quand on a vu les images, on était édifié parce qu'on se demandait si c'est pour arrêter quelqu'un de l'équivalent de Ben Laden ou je ne sais pas quoi, pour voir finalement que c'est une pauvre dame qu'on a sortie de sa maison. Ça, c'est quand même nouveau. Et ça devait quand même nous interpeller tous. Parce que bon, déjà, quand on met en lien le rapport actuel du contexte où on a besoin de cette armada-là ailleurs, et qu'on nous dit chaque fois qu'on n'a pas les moyens et que pour des questions vraiment, je ne sais pas, on en trouve, bon, il y a des questions quand même qu'on se pose. C'est un. De deux, c'est le mode opératoire, comme je vous dis. Ça consiste quoi, en fait? Après le communiqué du parquet, justement, contredit par celui de l'avocat de Mme Lopez, c'est un mode opératoire qui est assez récurrent. Ça consiste d'abord à jeter les gens en prison sur la base de soupçons. Hein. On va vous dire toujours qu'il y a des gens qui sont venus raconter des histoires. Ces gens, on ne les voit jamais, on ne les verra jamais. Et ensuite, bon, on vous jette en prison et on a le temps de fabriquer, d'essayer, parce qu'on n'arrive pas toujours, d'essayer de fabriquer des preuves. Bon, quand bien même on ne trouve pas, bon, et ensuite, finalement, on brise une personne, on crée des problèmes. Bon, c'est ça le mode opératoire actuellement, qui a cours depuis un certain temps, mais je vous dirais que
quand on fait aussi le lien en 2003, on avait vu aussi le même scénario. Je dis ça parce que j'avais suivi l'affaire de très près et je vous assure qu'à quelques degrés, c'est quasiment à peu près le même modèle. Donc, c'est une tentative d'intimider d'abord. Quand on regarde les personnes, c'est des personnes qui, à l'intérieur de la cité, ont des positions qui, forcément, critiquent dans le sens de la démocratie, hein, mais qu'on aimerait bien faire taire. Ça, c'est des trucs. Il y a aussi une atteinte quand même aux libertés. Aux libertés, c'est grave. Bon, donc, face à tout cela, il faut ressonner donc la mobilisation, parce que comme on le dit, dans une démocratie normale, le pouvoir gouverne, l'opposition s'oppose, la société civile interpelle. Et comme ça, tous les moutons sont bien gardés. Donc chacun doit revenir à son rôle. Voilà. Maître, vous avez suivi quand même tout ça? Pas trop, hein. Pas trop, mais d'accord, on peut vous rappeler quand même les faits, comme on le disait. J'ai entendu la version du parquet, et j'ai entendu aussi la version de son avocat, et puis c'est tout. Sinon, ce n'est que ça d'ailleurs les faits. Oui. Le parquet qui a estimé on peut lire que le parquet a fait état de ce que Safiatou Lopez a été arrêté, interpellé par la gendarmerie, et après compte rendu fait au procureur du Faso d'éléments qui faisaient état de son implication possible dans une tentative de faire évader des détenus de la maison d'arrêt et de correction des armées. Oui. Voilà. Et le parquet a également dit que c'est suite après son audition, il y a eu donc la perquisition de son domicile, mais il s'est avéré, avec ce que l'avocat a dit, qu'il n'y a pas eu d'audition avant. Les auditions n'ont eu lieu que hier seulement, samedi. Oui, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. En matière de crimes ou de délits flagrants, susceptibles d'entraîner un emprisonnement, mais c'est la pratique qui se fait. Quand un officier de police avant que quelque chose est en train de se commettre, il n'attend pas que le parquet lui dise d'aller ou de ne pas y aller. Il y va. Et de là-bas, maintenant, il informe le parquet. Et donc, il y va, il saisit tous les objets susceptibles de contribuer à la commission du délit ou du crime. Il en fait un état. Et il informe le parquet après. Donc, moi, je ne vois pas. Bon, je ne sais pas ce qui est reproché à Safiatou Lopez, mais en matière de garde à vue, c'est une procédure. Et vous avez dit qu'elle est en prison. Je ne sais pas s'il est en prison ou pas, parce que la garde à vue n'est pas une prison. Non. On met quelqu'un en garde à vue. Elle est en garde à vue. Voilà. C'est que toute personne peut être mise en garde à vue. On met quelqu'un en garde à vue quand on veut rechercher des informations sur un point ou un autre. Ce qui ne veut pas dire que la personne est impliquée ou n'est pas impliquée. Oui, mais à la suite de la garde à vue, quand on arrête quelqu'un, avant le placement en garde à vue, est-ce qu'on ne notifie pas à la personne? Non. En matière de crime délit, ou en matière de crime ou de délit flagrant, on ne sait pas encore quelle est la charge. Donc, on se dit, il y a quelque chose qui est en train de se commettre, l'officier se dépêche immédiatement pour empêcher la commission du fait. Et maintenant, en garde à vue maintenant, on va établir la charge et savoir, bon, est-ce qu'il faut mieux continuer la procédure ou ne pas continuer la procédure. Donc, si l'officier de police se sent incompétent, il s'en réfère au parquet qui va donner des instructions. C'est comme ça que ça se fait. Mais maître, ici, est-ce qu'il y a une flagrant? Où se trouve la c'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais pas ce qui lui est reproché. Par exemple, si c'est par exemple un crime... Parce qu'elle était tranquillement chez elle à la maison suivant sa télévision. On a dit, n'est-ce pas, qu'il y aurait des manigances pour la libération des gens, etc., etc. Ça, c'est une atteinte à la sécurité de l'État. Donc c'est flagrant. Mais le flagrant délit est où en ce moment? Non, mais... C'est une supposition des faits qui... Je vous ai dit, c'est pour vérifier. D'accord. Est-ce que vous avez dit? Dès que l'officier de police, avant que quelque chose se trame ou est en train de se faire, il a l'obligation d'aller sur place. Est-ce que je vous ai dit? Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, maintenant, il faut voir quelles sont les informations qui les ont conduits chez Safiatou Lopez. D'accord. C'est vrai que Maître a fait un rappel de la théorie, mais sauf que cette fois-ci, quand même, quand on rapproche la théorie à la pratique, il y a quand même des inquiétudes. Parce qu'on n'a quand même pas mobilisé toute une armada de guerre sur la base d'éléments. Parce que je me dis quand même qu'on a quand même des éléments assez consistants. Autrement, c'est très facile. Il suffit qu'on dit que la base, c'est quoi? C'est des soupçons. Si sur la base de soupçons, c'est grave. Et si sur la base de simples soupçons, dans un pays où on sait quand même où se trouve le niveau de mesquinerie des uns et des autres, c'est sur la base de simples soupçons, on peut mettre en mouvement une armada de guerre pour aller sur les gens. Moi, je trouve que c'est très grave, sincèrement. Alors, oui, André Jean-Guilou, il y a les débats de la théorie, il y a les débats de la pratique également. Bon. Peut-être que si on pouvait faire un petit peu l'historique, vous voyez, il y a un citoyen que l'on avait mobilisé toute une armée pour aller arrêter. Pour ne pas le nommer, c'est Canis.
Et après, ça s'est dégonflé comme une baudruche. Ça s'est dégonflé comme une baudruche. Il y a Barry aussi. Bon, Monsieur Barry n'a pas encore, on n'a pas dit ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Vous avez dit qu'on allait rectifier. Oui, mais bon, on a fait. André Génie a la parole. Mais je voulais dire, quand on a dit qu'on a mobilisé tout cela pour aller arrêter Safietou Lopez, je me dis, mais attendez, c'est une personnalité certainement qui est plus importante que le président du Faso. Parce que même Michel Kafando, qui a été arrêté par le RSP, n'a pas eu autant d'honneur pour être allé arrêter. Ça, c'est un premier point. Et on nous dit que la matière, ça serait parce qu'elle voulait tramer une opération pour qu'on libère les gens à la Maka. Si c'était des gens à la Mako, j'aurais compris peut-être que les Nayoum Touré, en sortant de la Mako, a dit, écoute, j'ai des amis, on va tout faire pour les enlever. Mais si l'on sait que cette dame-là a soutenu la transition et a fait en sorte que ceux qui voulaient prolonger l'article 37 se retrouvent de l'autre côté, et on me dit que c'est elle qui part maintenant pour les libérer à eux, bon, je n'arrive pas à très bien comprendre. Bon, mais comme je ne suis pas du milieu de la gendarmerie, je ne suis pas du milieu de la justice, je garde un doute raisonnable, et c'est le droit de tout citoyen, de douter de tout ce que nous sert sur le plateau. Parce que depuis une année ou deux, on nous dit des choses, et à la pratique, on voit que ce n'est pas vrai. Moi, je me dis, cette fois-ci encore, est-ce qu'on veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, la façon dont la dame a été arrêtée me laisse un petit peu pantois. Parce que je me dis, peut-être 4 gendarmes, même en civil, seraient allés arrêter la dame. Bon, tout le monde, comme le maître l'a si bien dit, chaque personne est susceptible d'être arrêtée. En démocratie, si on vous soupçonne de quelque chose, on peut venir vous interpeller. Mais la façon dont de faire, moi je crois que ça participe à l'humiliation, n'ayons pas peur du mot, à l'humiliation des personnes. Et dans une république, cela ne devrait pas être. Alors, Ali, juste une précision. Hein. Oui. En garde à vue, on ne parle pas d'arrêt, on parle d'appréhension. A été appréhendé. Quand on dit arrêter là c'est pour conduire à une maison d'arrêt. La réalité, quoi. Bon, mais ça c'est vraiment c'est la terminologie technique, mais on va se passer de cela pour le moment. Les conditions de la garde à vue sont différentes. Oui, c'est que le public comprend quand on dit arrêter, on a envoyé quelqu'un quelque part, et bon voilà. Sinon, on est d'accord avec la terminologie technique. Ali, alors il se passe quoi? Il y a eu des perquisitions chez elle à domicile à la cité Azimo 2000, également à Bonheurville. Et bon, apparemment, ces perquisitions n'auraient pas d'abord fourni d'éléments. Alors, l'avocat, on l'a vu, quand il est sorti sur les médias, suite à la suite donc du communiqué du parquet, a estimé qu'il a fait cas du manque de notification, fait cas du manque de choses, de mandat, et de toutes les circonstances qui ont entouré, parce qu'il n'a pas assisté par l'interpellation qui s'est faite à l'intérieur pendant qu'il a été retenu dehors. Et un tas de choses, il n'y a pas eu d'audition. Également, au moment où le parquet parle qu'il y a eu audition. Alors, est-ce que tout ça pose réellement un véritable problème dans la manière d'agir? Ben oui, ça pose un gros problème. Et Évariste Consembois a employé un mot très important dans ce pays, qu'il faut qu'on fasse très attention dans un pays où les mesquineries là sont... Voilà, c'est un pays de mesquinerie. Sur la base de on a dit, on a vu, on a ceci, on débarque chez des gens, on fouille, on ne trouve rien. Quelque temps après, on les libère, on brise des vies, on brise des familles, on ajoute des problèmes encore au vivre ensemble et ça devient très compliqué. Ce que moi je souhaite, je ne connais pas le fond du problème, je ne veux pas m'étaler dedans parce que je ne sais pas. Je sais simplement que dans la forme, si on doit faire une perquisition, on fait la perquisition en règle, avec un avocat, avec ceci, cela, pour qu'on voit qu'est-ce que les gendarmes ont pris, qu'est-ce que... Oui, il faut préciser que pour les perquisitions qui ont été faites dans les 2 domiciles, l'avocat a assisté, autant que ça fait tout le presse elle-même. La question ici, c'est qu'il n'y a pas eu, comme le parquet le dit,
après audition, il y a eu perquisition. C'est ce que l'avocat a démenti. Il n'y a pas eu d'audition avant la Voilà, donc ça veut dire quoi? Je viens. C'est pour dire tout simplement que quand les gendarmes qui étaient là, parce que moi je suis passé le soir, je les ai vus, c'est vraiment une vraie armada. J'ai été impressionné. Je ne savais même pas que nos gendarmes avaient autant de moyens. Ils étaient même dans le noir, camouflés et tout. C'était très beau à les voir pour Safiatou Lopez, c'était extraordinaire. Mais l'avocat, après le communiqué du parquet, l'avocat de Safiatou Lopez est sorti, il emploie des mots assez durs. Il a parlé de mensonges. Moi, Ali Compaoré, j'aurais dit que le parquet a menti. Je me serais retrouvé à la gendarmerie, ou à la MACO, à la MACA, au TPI, à la CPI, ou je ne sais où. Mais voilà, donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui connaît le droit, qui emploie. C'est-à-dire tout simplement, nous tous, nous sommes des justiciables. Tous, on est d'accord pour que ce pays soit en sécurité. Mais on n'est pas d'accord que la police, la gendarmerie, les forces de loi se comportent comme des éléments supplétifs d'un régime qui, à un moindre mouvement, court à l'assaut comme ça de ce régime pour pousser. Je veux simplement dire qu'il faut que les règles soient respectées et que Safiatou Lopez, si elle a commis une faute, qu'elle réponde à la faute dans les règles de l'art. Il ne faut pas, parce qu'il y a quelque temps, si on se réfère aux photos, Safiatou Lopez a été militante du MPP. Je dis on se réfère aux photos parce qu'elle était en tenue MPP. On a vu des gendarmes qui étaient en tenue MPP. Quand on a parlé, ils disent non, qu'ils voulaient se camoufler. Mais en réalité, ils n'étaient pas MPP, ils étaient dans la gare de Salif Diallo. Bref, mais hier, ils n'ont pas mis des tenues de APDC pour venir appréhender Safiatou Lopez. Bon, c'est pour vous dire tout simplement qu'il faut que ceux qui s'occupent de la loi, que ce soit les officiers de police judiciaire, les magistrats, fassent leur travail dans la sérénité, dans la tranquillité et dans le professionnalisme. Même quand on dit que quelqu'un est en train de commettre quelque chose, on doit prendre les mesures pour appréhender la personne, pour faire plaisir à Maître de Tambela, pour appréhender la personne. Quand c'est fait comme ça, c'est du tâcheronnage et c'est pas bon. Il faut que les gens comprennent, parce que nous sommes en droit, nous sommes en procédure pénale. Il y a deux types de perquisitions. La perquisition en matière de flagrant ou de crime délit, ou en matière de crime ou de délit flagrant, se fait sans audition. Immédiatement. Vous avez dit crime de délit. Oui. Crime ou délit flagrant. Oui, mais non, je veux dire, la question ici, dès que tu entends. je viens. La question ici n'est pas est-ce que la théorie permet. C'est quand le parquet dit qu'il y a eu audition. Si le parquet avait dit, n'avait pas dit ça. Là, c'est autre chose. Maintenant, moi, je vous parle en droit. Je vous ai bien dit que je ne connais pas le problème. Je vous parle en droit. Et maintenant, en matière d'enquête préliminaire, c'est-à-dire, on vous a déjà appréhendé, etc., on vous a auditionné, là aussi, des perquisitions peuvent être menées. Et dans ce cas-là, c'est avec votre assentiment. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, mais dès lors que l'officier de police entend ou a information qu'un délit ou un crime flagrant peut se commettre, immédiatement, il se déplace, il fait le travail, mais s'il faut perquisitionner, il fait les perquisitions, etc., et il consigne dans un procès verbal. Donc, dans un tel cas, il n'y a pas d'audition. Voilà. Alors, maintenant, ce que je veux préciser, ce que je veux préciser pour terminer... Ali, attends, maître va finir ça. Ce que je veux dire pour terminer, je veux dire qu'il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Parce que tout se fait dans la présence de la défense. Si la personne a un défenseur. Et si les règles ne sont pas respectées, ce qui a été fait sera annulé devant la juridiction de jugement. Cette question, donc, il n'y a pas lieu. Bien sûr, tout à fait. Et puis, deuxièmement, bon, il faut dire que chacun a des avocats. Est-ce que vous avez vu? Donc, comment je veux que ça s'est fait, que ça ait eu lieu avant ou après l'intervention de son avocat, l'avocat aura les moyens d'utiliser les voies de droit pour faire annuler ce qui est annulable et défendre les intérêts de son client. Merci. Alors, parce que Ali, s'il te plaît. Ali, s'il te plaît, je finis avec ça. Un extrait des propos donc de l'avocat. Il a dit, Madame Lopez a été séquestrée par la gendarmerie à son propre domicile. Je le cite, elle s'est enfermée, m'a passé un coup de fil, je suis venu immédiatement. La gendarmerie m'a empêché de voir Madame Lopez, j'ai dû repartir. Aux environs de 20h, elle m'a encore appelé, je suis revenu, elle m'a encore empêché de la voir. Je vis alors que nous étions en pleine perquisition. Un communiqué du parquet signé du premier substitut Yoda s'est truffé de mensonges. Il est dit que l'arrestation a été faite en présence de son avocat, c'est archi faux. J'étais le seul avocat sur le théâtre des opérations et c'est archi faux. Elle n'a eu accès à aucun avocat malgré ses supplications.
Ah oui, Ali? Bon, moi je voulais simplement dire que nous sommes d'accord, que nous sommes dans une période difficile et que nous avons besoin d'une police, d'une gendarmerie alerte, vivace, qui interviennent rapidement sur le terrain avant que les crimes soient commis. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. Mais nous sommes en démocratie et on ne veut pas accepter aussi que les gendarmes, sur la base, les gendarmes ou la police, quand je dis les gendarmes, la gendarmerie, la police ou toute autre personne, la sécurité, la police judiciaire, merci beaucoup, on ne peut pas accepter non plus que sur la police judiciaire, sur la base d'un coup de fil ou bien de ceci, de cela, se déporte comme ça chez quelqu'un et qui disent après, ben, mais si tu n'as rien contre toi, on te laisse rentrer chez toi. S'il y a quelque chose contre toi, tu te défendras. Mais si c'est ça, au moment où nous faisons cette émission, il suffit que quelqu'un appelle là-bas la police judiciaire pour dire, voilà, ils sont en train de faire Presse Éco, c'est une émission, ils sont en train de vouloir faire tomber le régime, et que la gendarmerie débarque ici et nous prenne. C'est de cela que nous parlons. Nous voulons des officiers de police judiciaire professionnels qui agissent avec les règles de telle sorte que chaque Burkinabé se sente en sécurité chez lui, sinon nous sommes tous à la portée du premier délateur, de la première personne qui vous en veut, peut vous amener à la police. On va avancer sur les différentes réactions. Il y a eu un collectif donc, qui s'est constitué, le collectif Dignité et Liberté. Liberté et donc Dignité pour Safiatou Lopez, sur la base en fait, des circonstances là. Il est question aussi de dignité, c'est une femme, c'est une mère. Bon, pour les journalistes qui étaient sur place, on a vu son enfant de moins d'une dizaine d'années qui pleurait toute la nuit. Alors tout ça, ça a été posé. Ça pose des questions aussi également de dignité. Alors la réaction du CIFOP par la suite, qui a fait un communiqué aussi, là, en tout cas les différentes réactions, société civile et parti politique de l'opposition, ont demandé simplement qu'elle soit libérée. C'est l'occasion pour nous de remercier bien sûr la réaction très rapide du CIFOP et justement, sur cette question, nous avons la même analyse et le même constat, c'est que au terme de la garde en fait à vue, comme Maître le dit pour faire plaisir, il faut tout simplement relaxer Madame Lopez. Parce que le problème en fait c'est quoi? On commence déjà à voir venir. Parce qu'on parle, c'est l'histoire du chat échaudé. Il y a déjà eu des cas comme ça dans ce pays. Et on sait comment ça se fait, c'est les mêmes acteurs. On cite le cas quand on me dit par exemple ce qui est avancé, genre que une simple dame va aller vouloir libérer un général, moi je dis mais c'est comme si vous me dites que c'est Lucifer qui complote avec le pape pour libérer le Satan. Et pour libérer Satan, moi je veux dire, sincèrement quoi, enfin, on n'arrive pas à comprendre, on est vraiment... Donc, on espère qu'à l'issue de cette garde, s'il n'y a pas des preuves, vraiment, ce n'est pas des soupçons, des preuves, on veut des preuves tangibles. Des indices. Voilà, donc vraiment qu'on colle la paix à cette dame. Voilà. Alors, je voulais dire simplement aussi que... Alors, est-ce que la question aussi revient, on s'est dit que c'est peut-être qu'elle payerait là son indiscipline politique ou le fait de s'être tout simplement éloigné, d'être aujourd'hui en train de tirer à boulet rouge, de s'exprimer sur ce qui ne va pas au niveau de la gouvernance et que c'est un règlement de compte politique également. Vous savez, dans la lutte démocratique, souvent vous pouvez même défendre des gens ou des causes pour lesquelles vous-même vous n'êtes pas d'accord, mais vous défendez les principes. Vous savez, le nazisme est arrivé parce que les gens se sont tus. On a commencé à attraper les nez, à les égorger, et tous ceux qui avaient 2 mètres de haut se sont tus. On a commencé à tuer les prostituées, et ceux qui allaient à l'église se sont tus. Et quand on a fini de tuer tout le monde, on est arrivé au pape, il n'y avait personne pour défendre le pape. Je veux dire, dans les principes, il faut que nous soyons fermes sur les principes. Pour arrêter une personne, il y a des règles. Et si on suit les règles, la personne après ne doit pas se sentir diminuée ou violée. Si nous laissons faire, si nous nous taisons, parce que nous disons, peut-être Safi Ouputou, personne ne l'aime, elle a une grande gueule, patati et patata, quand on finira avec les personnes dont on pense qu'elles ne sont pas correctes, on arrivera aux hommes justes. Et il n'y aura personne pour défendre les hommes justes. Ça veut dire, là nous disons, pour arrêter une dame, pour arrêter quelqu'un, on n'a pas besoin de l'humilier. Les droits de la personne, parce que si vous l'humiliez, il n'y a rien qui puisse enlever ça. Et c'est ça. Et il y a aussi le principe, là je vais peut-être mettre, il y a aussi le principe de la présomption d'innocence, parce qu'il y a quand même un coût moral, psychologique, social, après ce genre d'arrestation. On sait que dans notre contexte, une arrestation de ce genre, parce qu'on a vu que les 6 mètres étaient barricadés, les voisins, les commerçants, est-ce que
Est-ce qu'on avait vraiment, on a vraiment besoin... Je ne connais pas le dossier. D'accord. Donc ça dépend peut-être du fond et des éléments dont disposait la police judiciaire. Cela dit, il faut comprendre qu'on n'arrête pas quelqu'un parce qu'on a des preuves contre lui. Les preuves, c'est la juridiction qui va les établir. Mais parce qu'il y a des indices, on dit souvent des indices graves et concordants. Voilà. Quand on a des indices, c'est ça qui fait amener l'appréhension et même le dépôt à la maison d'arrêt pour vérification devant le procureur. Et si le procureur estime que ces indices sont vraiment graves et concordants, on vous traduit maintenant en jugement. Mais maître, ici le parquet dit des éléments qui faisaient état de son implication possible dans une tentative. Oui, bon, je ne discute pas de... Oui, mais ça c'est suffisant. Ça, c'est suffisant. C'est suffisant. Et maintenant, on va vérifier ça en garde à vue. D'accord, merci. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes dans un état de droit, comme on dit. Et si quelqu'un s'est vu frustré ou humilié, n'est-ce pas, par quoi que ce soit, il y a des moyens pour obtenir une réparation. Est-ce qu'on peut réparer tout ça? Est-ce que dans notre contexte, on peut réparer? Il y a des compensations. Il y a des compensations. Est-ce que ça suffit, vraiment? Je vais vous dire, monsieur Loukman, quand quelqu'un tue une personne dans un accident de route, il y a des critères de réparation. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on vous ramène la personne? Oui, mais maître, un accident, c'est considéré comme un accident, c'est pas intentionnel, etc. Mais ça fait partie des erreurs, et des fautes. D'accord. Soit professionnelles, oui, Ali, c'est bon, on va y revenir. Les appelants vont nous ramener sur le sujet. D'accord. Pas une minute, une seconde, oui. Après l'intervention du doyen Eugène, je ne voulais pas ajouter grand-chose à cela. C'est pour dire tout simplement que nous devons faire attention dans notre pays sur tout ce que nous voulons. Tout ce que nous disons ici, ce sont les principes que nous défendons. Nous ne défendons pas Safiatou Lopez. Ici, nous avons parlé du cas de Barry. On nous a traité de tous les noms d'oiseaux. Barry a été libéré, il est chez lui tranquille. Bon, il m'a même pas eu, jusqu'à présent, il ne m'a pas appelé pour me dire, mais Ali, merci beaucoup. Voilà. Mais pourtant, on m'a insulté dans les rues de Ouagadougou comme étant un putschiste parce que je défendais Barry. D'accord. Merci. Alors, et puis, autour de ces genres de choses, on voit dans les réseaux sociaux aussi, Évariste, vraiment, c'est une seconde, dans les réseaux sociaux, on voit aussi, déjà, on cite des coupables, des coupables. Nos compatriotes fassent très attention et soient très vigilants. Parce que nous ne sommes pas très vieux, mais le peu que nous avons pu voir là, les acteurs sont les mêmes. Et Maître parlait effectivement, il dit qu'il ne connaît pas le dossier, mais il y a les faits. Les faits quand même sont là et sont têtus. Et il faut le dire, les acteurs sont toujours les mêmes. Donc, il faut faire très attention à cette vigilance. Merci. On aura l'occasion donc de revenir sur ce sujet. C'est sûr que des appelants vont venir sur ce sujet-là avec leurs questions ou leurs commentaires. On va évoluer pour parler des attaques, l'insécurité. On en a parlé la semaine dernière ou les 2 dernières émissions, mais les attaques se font encore plus présentes. On a enregistré au cours de cette semaine-là, déjà hier, il y a 48 heures, on va dire, une dernière attaque qui s'est donc passée vers Gawa. Mais avant, il y a eu l'attaque à Pama, de la brigade territoriale de Pama, où un renfort donc de militaires donc du détachement de Tinkourgo s'y rendait. Et il y a eu un piège, en tout cas une mine piégée. Donc le cargo a donc explosé. On a réussi 7 morts sur place et beaucoup, quand même au moins 6 blessés, dont 2, on disait, assez graves. Alors voilà encore une situation. Qu'est-ce qui se passe au fait? André Zenibou. Les Burkinabés sont apeurés. Il est difficile d'évoquer la situation. L'Est est attaqué, le Sud-Ouest est attaqué, le Sahel est attaqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que la première des choses qu'il faut dire, c'est que on est un petit peu fatigué de parler toujours des mêmes choses. Si on pouvait faire en sorte que les Burkinabés, chaque semaine, ne reparlent pas de ces mêmes attaques et de ces mêmes morts et de ces mêmes jeunes que l'on enterre. Mais ce qui est dramatique, c'est que quand vous parlez en off avec les gens, vous parlez hors micro avec les gens, les solutions semblent exister. Les gens semblent vous dire on peut faire en sorte que ça s'arrête. Mais comment se fait-il que ceux qui sont devant ne puissent pas peut-être entendre ce que la proposition des uns et des autres, et que chaque semaine, on soit obligé d'enterrer des morts, des jeunes, parce qu'on a attaqué. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait que notre nation, ensemble, peut-être qu'il faut qu'on appelle tout le monde à un sursaut national pour dire qu'il faut qu'on arrête. Parce que
Sinon, finalement, il n'y aura personne pour enterrer personne. Et je sais que au niveau des forces de l'ordre, il y a des gens qui disent on peut arrêter, on peut faire quelque chose pour atténuer et pour amoindrir ce qui nous arrive. Sinon, chaque jour, si on va attaquer les jeunes, on va attaquer la police, l'agent, et c'est tous les corps que l'on attaque. Bon, c'est fait pour démoraliser toute la troupe, mais je crois que ceux qui sont devant, je persiste à croire encore que ce sont des gens qui sont capables de réfléchir, qui sont capables de mettre une stratégie en place pour arrêter certaines choses. Parce qu'il ne faudrait pas simplement que ce soit une fois par an que l'on arrive à déjouer ce que les gens font. Alors, maître, Ouais. on voit une succession vraiment accélérée des attaques, et puis avec un mode opératoire qui est pratiquement assez sanglant, assez mortifère même, on va dire. Donc, en l'espace d'un mois, 2 attaques à la mine piégée. C'est une question de tactique 5 morts et 7 morts, 12 morts. Oui, oui. Vous savez, il y a 3 sortes de conflits. Vous avez le conflit international, vous avez le conflit interne, et vous avez le conflit interne internationalisé. Ici, nous sommes en face d'un conflit interne. Et selon les 3 sortes de conflits, on ne les gère pas de la même façon. Dans un conflit interne, vous ne pouvez pas le gagner ou venir à bout de cela, rien que par des armes. Il faut une association, une participation des citoyens. Et ici, par exemple, je crois que Roch-Marc Christian Kabore a été élu à une large majorité, et le MPP aussi a eu plein de députés. Ça veut dire qu'ils ont des électeurs partout dans le Burkina Faso, mais qu'ils les mettent à contribution. Il y a des cellules MPP partout dans tous les villages, qu'ils les mettent à contribution. Je vous pose une question. Ce qui se passe là, est-ce que cela aurait pu se produire au temps des CDR au Burkina Faso? Ce n'est pas possible. Partout où vous alliez, déjà, vous étiez identifiés, et puis les gens s'occupaient de la sécurité dans les villages. Donc la question c'est quoi? C'est l'organisation, oui, la mobilisation, voilà, l'organisation dans la société. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement militaire. C'est pas seulement militaire. Il faut la participation. Parce que regardez, un kamikaze par exemple, quelqu'un qui n'a plus peur de perdre sa vie et qui décide d'intenter quelque chose contre vous, vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est la guerre asymétrique. Voilà, vous ne pouvez pas empêcher. Un convoi passe, par exemple, quelqu'un s'entoure de bombes, il saute sur vous. Vous ne pouvez pas empêcher. Maintenant, ce qu'il y a, comme ce que j'ai dit là, il faut une participation de tout le monde. Et puis, deuxième élément, il faut savoir que le Burkina Faso a envoyé des troupes au Darfour, au Mali, etc. Les mêmes faits se posent là-bas. Il y a des détecteurs de mines, etc. Il n'y a pas longtemps, il y a une camionnette des militaires qui a sauté sur une mine. Et puis ça se reproduit encore. Il faut savoir tirer les leçons de ce qui s'est produit pour avancer. On ne peut pas... Alors, le chef d'état-major général des armées, qui était donc le vendredi à l'enterrement donc des 7 soldats, là également, on a un adjudant, un sergent, et le reste sont les 2e classes et aussi, je crois, une 1re classe. Alors, il a dit, c'est inutile pour moi de dire que la douleur est très vive pour la nation, elle est très vive pour les forces armées et elle est encore plus vive pour les parents. Mais je comprends la douleur des parents dont les fils ont payé leur vie dans le cadre de la défense de notre territoire. Mais je voudrais encore demander à la nation de toujours continuer à supporter son armée. Évariste Conseil. Vous savez, moi j'ai toujours dit que autant nous sommes des Burkinabés, autant nous sommes des militaires. Hein. Je n'ai pas une vision... parce que tous les Burkinabés sont des militaires. Si ça va mal dans le pays, tout le monde est appelé. Hein. Maintenant, il se trouve que dans le cadre de l'organisation sociale, il y en a qui ont décidé de faire la médecine, d'autres d'être boulangers, d'autres, je ne sais pas, et d'autres militaires. Donc, ce problème-là concerne tous les Burkinabés, ça concerne tout le monde. Maintenant, ce qui est sûr, eux, ils sont formés pour ça. C'est eux qui sont au devant. C'est eux qui ont les moyens, c'est eux qui ont donc les éléments, les moyens pour répondre. Et ce que nous attendons, c'est que vraiment, ils arrivent quand même à s'organiser et avoir des résultats. Parce que quand on voit cette escalade, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais est-ce que finalement, la question ne se pose pas aussi au niveau de l'équipement, au niveau vraiment d'une politique qui permette de doter suffisamment les forces? Parce que la question est récurrente. On parle des moyens. Militaire, j'ai fait l'histoire de l'armée. Ce que j'ai pris, je l'ai étudié dans les livres. Mais tout ce que je sais d'une chose quand même, c'est que au niveau quand même de notre pays, on ne peut pas dire que notre armée n'ait pas les moyens de faire face à ce que nous vivons. Merci.
Bon, moi, j'ai suivi cela avec beaucoup de peine. Mais est-ce qu'il faudra aussi peut-être penser à faire revenir? On a près de 1500 éléments, pour ne pas dire près de 2000 qui sont à l'extérieur. Est-ce qu'il ne faut pas penser à un moment donné à les ramener? Si on doit sécuriser au Mali ce qui est déjà bien dans le cadre de la sous-région, mais quand chez nous on est dans une situation comme ça, est-ce que ça présente bien d'avoir des forces de défense dehors alors qu'à l'intérieur on a d'autres soucis? Vous savez, il y a un officier avec qui je causais qui me disait qu'aucune armée sous-régionale n'a une capacité offensive. C'est-à-dire que les armées ne sont pas capables de se déporter assez loin de leur territoire. C'est des armées de type défensif, protéger les frontières. Bon, avec le terrorisme qui s'internationalise, les États mettent en commun leurs hommes, leurs trucs, leur intelligence pour pouvoir combattre avec l'aide de grandes puissances, la France notamment, pour ce qui concerne le Burkina Faso et dans le cadre du G5. Mais quand on observe, on a l'impression qu'on est dégarni. Si nos hommes s'en vont, on est dégarni. Donc, est-ce qu'il ne serait pas bon de ramener nos hommes pour sécuriser notre territoire d'abord? Ensuite, on essaiera de voir comment est-ce que porter. Mais sur le point sur lequel je voulais revenir, sur la définition des 3 types de guerre proposés par Maître de Tambela. Conflit. Bon, oui, mais vous pinaillez sur les mots alors que ça revient à la même réalité. Bon, voilà, prenons conflit. Les 3 types de conflits qu'il y a, vous êtes même jusqu'à aller dire qu'il y a des conflits qu'on ne gagne pas avec les armes. Vous avez dit qu'avec les CDR, on n'aurait pas eu ces conflits. Je vous en remercie énormément. J'ai été CDR. Donc, je vous dis merci. Mais pourquoi vous ne rappelez pas aux téléspectateurs que pendant 27 ans dans ce pays, on n'a même pas tiré un pétard dans la rue? Il y avait un monsieur qui s'appelait Blaise Compaoré, que vous n'aimez pas beaucoup, mais qui s'est comporté comme un père de famille. Pendant les 27 ans, il a réussi à mettre en place une stratégie que vous appelez, vous avez dit qu'il a donné gîte et couvert à des gens dans ce pays qui ont mangé, qui ont dormi, c'est pour ça qu'on ne tirait pas. Ben oui, si moi je suis père de famille, si je donne un gîte et couvert à Maître de Tambela pour ne pas aller en prison, je le ferai pour ma famille. Et ce qui est là, c'est pour vous dire tout simplement, pour revenir pour dire que la stratégie n'est pas bonne. Maintenant, par rapport au matériel des militaires, quand vous regardez la déflagration de l'engin, du véhicule des militaires, on a l'impression que c'est un simple pick-up que nos policiers, nos gendarmes avaient. Où sont les véhicules blindés qu'ils ont? Ils ont des véhicules blindés. Donc ça veut dire quoi? Ils ont exploité notre terrain. Quand on regarde sur cette partie du territoire, on voit que avec l'érosion du goudron, certainement ils ont utilisé des armes et ils ont fait une bombe qui a fait sauter le véhicule des militaires. Ils n'étaient pas protégés. Et comme c'était dans la nuit, nos pauvres enfants, avec tout le respect que je dois à la hiérarchie militaire, on a l'impression qu'on les a envoyés à l'abattoir. Merci Ali. C'est pas acceptable. Nous sommes dans un débat interactif. On va toujours revenir sur les mêmes sujets. On va continuer parce qu'on n'est plus par le temps, mais on reviendra suite aux appels qui vont venir. On va terminer au plan national avec cet autre incident qui a eu au niveau du procès du push manqué du 16 septembre 2015. Il s'agit d'une affaire de PV, de procès verbaux. Alors maître, c'est une question technique. Alors, les faits, c'est que suite à l'interrogatoire donc du sergent Lamoussa Badoum, dont l'avocat est maître Stéphane Ouedraogo, il s'est trouvé que à une question donnée, en fait, la question ne figure pas dans le PV détenu par l'avocat, mais qui se trouve dans le PV du parquet et également dans le PV du président du tribunal. Et donc cela a constitué un problème. Et l'avocat a donc, par la suite, il y a eu un débat et par la suite, il y a eu suspension donc de l'interrogatoire pour 48 heures. Mais l'avocat a demandé à ce qu'il y ait communication du PV en question pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Mais jusque-là, il n'a pas été question. Les interrogatoires, on est passé à d'autres listes. L'avocat a écrit aux différentes parties, au parquet, au greffe, et puis également au président du tribunal, mais n'a pas encore reçu communication, maître, de ce dossier-là. Est-ce que pour une pièce qui est censée être unique, il doit avoir différents contenus? S'il y a contradiction, on peut retirer la pièce en question du dossier. Voilà. Et si la pièce est retirée du dossier, il n'y a plus à en faire cas. Donc, bon, comme je ne connais pas la procédure, sinon, par exemple, c'est les mêmes pièces que le parquet doit avoir, les mêmes pièces que le tribunal doit avoir, et les mêmes pièces que l'avocat doit avoir. C'est pour ça qu'on dit que la confrontation doit être loyale. Voilà. Donc, il n'y a pas que certains aient d'autres pièces que d'autres n'ont pas.
S'il y a des pièces supplémentaires, on les communique. On les communique à tout le monde. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que l'avocat est libre de prendre connaissance des pièces qu'il juge utiles. Par exemple, j'ai vu que le dossier était volumineux. Dans un tel cas, moi, je ne prends pas communication de toutes les pièces. Je choisis les pièces que je veux et puis j'en fais photocopie, etc. Maintenant, tu peux ne pas prendre une photocopie d'une pièce et puis après, maintenant, ça se révèle. Là, c'est ça. Non, mais en fait, il s'agit de l'interrogatoire. Il s'agit du procès verbal du nommé Lamoussa Badoum. Alors, il se trouve que les questions qui se trouvent et les réponses se trouvent dans les PV détenus par le tribunal et le parquet ne sont pas les mêmes. Dans ce cas, on retire ces pièces-là. Voilà, ça veut dire qu'il y a eu manipulation et éventuellement, maintenant, on fait une enquête interne pour voir pourquoi il y a eu ça. Mais apparemment aussi, il n'y a pas communication de la pièce. Je crois oui, que mais si la pièce est retirée, il n'y a plus à communiquer. C'est vrai que ça paraît quand même curieux, mais parce que normalement, en principe, après les auditions, les PV sont signés par même l'accusé et puis donc tout le monde. Il y a des contre-signatures, donc chacun doit avoir une pièce unique. Mais dans ces cas, que voulez-vous qu'on vous dise? N'oubliez quand même pas la nature du tribunal. C'est un tribunal militaire, donc quoi qu'on le dise, le caractère militaire demeure. Donc, mais nous sommes dans un procès équitable, même si c'est un tribunal militaire, il reste. Non, il faut pas le nier, c'est des mots, c'est des mots. C'est un tribunal militaire, il faut le dire. Non, oui, dans ces procès-là, quand même, les gens risquent leur tête. Il faudra que ce soit fait, comme Maître l'a dit, à la loyale. En lisant ce qu'on a fait, on se rappelle ce qui s'est passé avec le procès de Toumane, le pays de Souman Touré, le pays de Philippe, où on a produit un journal officiel avec les mêmes numéros, mais qui n'ont pas le même contenu. Je crois que dans un état de droit, des choses comme ça ne doivent pas se passer. Et on ne doit pas tolérer que des choses comme ça se passent. Moi, j'aurais aimé que le tribunal sorte de ses gants et dise, on va tirer cette affaire au clair, parce que moi, je ne veux pas être juge et condamner une personne innocente. Je veux faire appliquer la loi et rien que la loi. Et je n'accepte pas les entourloupes dans un dossier. Or là, apparemment, il y a une entourloupe. Alors, il se trouve même que, pour les faits, il se trouve que ce n'est pas seulement le PV du seul avocat, mais l'ensemble des avocats qui sont là ont un PV qui est conforme à celui de l'avocat, mais donc différent de ce que tient le parquet et le tribunal. J'ai dit qu'il y a eu une manipulation du dossier. Très rapidement sur le sujet. Très rapidement, parce que le dossier est en justice actuellement, il ne faut pas rajouter. Moi, je voulais simplement dire, justice militaire, on l'a dit au départ ici, que la justice militaire est une justice qui répond à sa hiérarchie. Et ça, c'est assez compliqué. Mais bref, on nous a dit qu'elle pouvait quand même faire le procès, et c'est ce que cette justice est en train de faire. Mais par rapport aux documents qui doivent servir à faire les preuves et à condamner les gens, si des magistrats, ou les disculpés, Dieu merci, si par rapport à ces documents-là, on voit qu'il y a du tripatouillage, parce qu'à bien regarder, il y a du tripatouillage, puisque le juge Seydou Ouédraogo a mis ce dossier de côté, ce papier de côté, et puis il a ordonné la poursuite de l'audition des autres. Pourquoi est-ce qu'il met ça de côté? J'aurais été à la place de ce juge, j'aurais arrêté carrément le procès, et puis on serait revenu pour revoir tous les dossiers, parce que ce n'est pas la première fois. Les soldats du RSP qui avaient été interrogés sur cette question avaient remis en cause beaucoup de choses. Mais on n'a pas pris ça en compte jusqu'à ce que ce papier-là encore revienne. Ça veut dire qu'on est en train de faire un procès sur la base de faux témoignages, de faux ceci, de cela. Et à la fin, ça m'étonnerait qu'on sorte une justice bien, sinon qu'une justice fausse. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas, même si la vengeance peut, dans un certain sens, être assez bien, parce que on m'a tapé, je vais taper pour remettre. Mais on ne parle pas de vengeance, on parle de justice. Il faut que les papiers soient corrects. Il faut que le président du tribunal, le juge Seydou Ouédraogo, fasse preuve de beaucoup de personnalité et qu'il tienne bien sa barque et qu'à la fin, même s'il a condamné des gens à tuer, à mourir, qu'on lui dise « Ah,
il a bien fait son travail. Merci, Voilà. Ali Compaoré. On a fini au plan national. On va rapidement évoquer le plan international avec la RDC Congo. Mais je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent nous appeler, appeler au numéro qui va s'afficher pour s'inscrire et pouvoir poser leurs questions. Alors, on est maintenant en RD Congo. Là également, c'était on va dire, un tsunami, parce qu'on a vu Jean-Pierre Bemba de la CPI qui est venu. On a pensé que c'était l'homme qui allait remplacer Kabila au pouvoir. Et alors, avec les candidatures qui ont été déposées, ni Katumbi, Moïse Katumbi, ni le fils Tshisekedi, ni Jean-Pierre Bemba et 3 autres n'auront l'occasion, en tout cas, dont 2 ex-premiers ministres. Tous ont été mis out de cette course à la présidentielle du 23 décembre. Alors, est-ce que finalement, Kabila est parti sans parti? Je parle sous le contrôle de Meta. Les juristes disent, vous pouvez avoir toutes les mauvaises lois du monde, mais si vous avez de bons juges, vous avez la grande charge de vous en tirer. J'ai l'impression que les juges en RDC ont traversé la cour de l'école de droit. Parce que on ne peut pas comprendre que des gens qui ont été dans le pays, qui ont servi le pays, à un moment donné, on leur refuse cette nationalité pendant qu'ils ont servi le pays. C'est à ne rien comprendre. Mais les juges ne devraient pas être seulement ceux qui servent une seule personne. Les juges devraient être ceux qui servent une nation. Or, on a l'impression, en regardant les faits, en écoutant ce qui se passe, on a l'impression que tous les juges là se coalisent pour dire Kabila nous a laissé une place, mais il a désigné quelqu'un pour le remplacer. On ferait tout pour que cette personne arrive. Et ça, on n'est pas en démocratie. Merci. Alors, Évariste Konsebo, est-ce que c'est ça réellement? Est-ce que Kabila, pour ne pas, qui a été forcé de partir, a préparé son homme un peu à la Poutine, on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est réellement parti? Oui, mais là, dans tous les cas, il n'est pas candidat, donc il ne sera pas candidat. Mais est-ce que finalement, toutes ces mises à l'écart de gens, de poids lourds, par exemple, il s'agit d'aménager un boulevard pour son dauphin, pour son poulain? Je pense que les analystes même politiques de la scène politique, en fait, là-bas, voyaient les choses venir, hein. C'était un truc calé. Bon, il ne faut pas laisser les gens qui devaient être inquiétés venir se présenter. Et là, justement, la CENI, en fait, au Congo, s'est érigée en tribunal maintenant pour interpréter. Parce que le cas, par exemple, quand on regarde les arguments fallacieux pour Bemba, bon, c'est vrai qu'on dit que quand tu as été condamné, tu ne peux plus être candidat de fraude. Mais là, on sort subordination de témoins. L'autre, on dit défaut de nationalité, bon, alors qu'il était Premier ministre, je pense, oui. L'autre, on dit conflit avec son parti. Quand vous regardez tous ces arguments avancés, pour rejeter d'un revers de main, ça veut dire que ils sont là, la CENI est là pour appliquer des consignes, et lesquelles consignes doivent permettre de le laisser passer. C'est le tamis, on doit laisser passer que comme ici on voyait les candidats qui faisaient 1%, 2%. Pour accompagner. Voilà, pour accompagner. Voilà, c'était ça. Maître, est-ce qu'on voit là Kabila qui est toujours à la manœuvre? Toujours à la manœuvre. Je vais simplement vous donner quelques exemples. Tout seulement se réincarner autrement. Oui. La première élection à laquelle Kwame Nkrumah a participé, et il allait devenir Premier ministre du Ghana, là, en 1951, à la tête du CPP. Il était en prison, condamné et emprisonné. Et de la prison, il a participé aux élections, il a gagné, il est sorti de la prison, il est devenu directement Premier ministre. Donc les motifs. Deuxième élément, au Kenya, Uhuru Kenyatta était poursuivi. Après 2005 ou quoi là? 2007 là. Voilà, après les tueries qui se sont passées, ils étaient poursuivis par la CPI. Mais ils ont participé aux élections. Donc c'est pour vous dire que ce soit Katumbi, que ce soit l'autre là, Jean-Pierre Bemba, les arguments ne sont pas fondés. Et généralement, même si tu es condamné, le tribunal juge au nom du peuple. Et si le peuple te permet de venir, où est le problème? Ça veut dire que le peuple t'a absous. Donc, c'est pour vous dire que... Mais les lois électorales aussi sont quelles sont? Par exemple, il y a des dispositions qui donc invalident, même dans notre code électoral au Burkina Faso. Monsieur Loukoumane, oui. Tout ça là, c'est une question de rapport de force. On avait conçu une loi électorale de telle sorte que Alassane Ouattara ne puisse jamais être président en Côte d'Ivoire. Il est devenu président, non?
C'est une question de rapport de force. Mais on a déjà levé la disposition. Mais oui. Donc, c'est le rapport de force qui a amené à faire, réviser cela. Si Katumbi et Bemba sont électoralement forts là, ils peuvent devenir candidats. Ils ont les moyens de créer les troubles nécessaires pour que leur candidature soit acceptée. Oui, non, juste pour donc c'est une question de rapport de force. Pour donner un élément, un argument de détail, voilà le cas de Katumbi qui voulait rentrer chez lui. À Lubumbashi, on l'interdit de rentrer. Et le motif, un des motifs, c'est que dossier judiciaire en cours. Mais attendez, quelqu'un que vous cherchez pour juger, la personne vient et vous refusez qu'il vienne. Donc quand même, bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, on va dire que une sorte de, un peu d'accompagnement de la communauté internationale qui a trop vite salué peut-être, loué même Kabila quand il a dit qu'il ne se présentait plus. On a dit bravo, Kabila est parti, et on a oublié que Kabila pouvait tenter d'autres choses qui contredisent un peu les règles du jeu. Écoutez, quand moi j'ai vu que la CPI avait libéré Jean-Pierre Bemba, j'ai pensé naïvement aussi qu'il serait candidat en RDC Congo. J'ai échangé avec un ami dans cette région qui m'a dit clairement, Ali, Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat. Et la raison, c'était quoi? Il n'a pas voulu me donner la raison. J'ai demandé, il a rigolé, et il a coupé le téléphone. J'ai essayé, il m'a dit, il ne sera pas candidat. Tu connais Jean-Pierre Bemba, on le connaît tous, il est notre ami, mais il ne sera pas candidat. Quand j'ai vu qu'on a rejeté la candidature de Jean-Pierre Bemba, j'ai rappelé mon ami qui s'est mis à rigoler et il ne m'a pas parlé. Bon, c'est vous dire qu'il y a toute cette chose, pour revenir avec, pour embrayer avec ce que disait Eugène tout à l'heure, même s'il y a de mauvaises lois, s'il y a des bons juges, on a beaucoup de chances de sortir. Et dans ce pays, il y a un monsieur qui a dit que l'article 30, modification de l'article, limitation des mandats était antidémocratique. On a invalidé les autres. Ce monsieur est président du FASO aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire tout simplement, et d'accord avec Maître de Tambela, c'est ceux qui sont forts qui font la loi. D'accord. Alors, mais sur la position de la communauté internationale, est-ce qu'elle est un peu gênée parce qu'elle a applaudi quand... Non, mais vous savez, la communauté internationale a des limites. Elle ne peut pas tout faire. Mais dans ce cas-là, elle a essayé de jouer son rôle. Maintenant, comme il a dit, c'est sur le terrain et à l'appréciation des rapports de force que les deux acteurs vont essayer de jouer pour rééquilibrer la situation. Sinon, il y a des... C'est vrai que... Mais en attendant, ils sont out. Hein, parce non, mais attendez de voir la suite. Attendez de voir la suite. D'abord, il faudrait dire que moi je pense qu'il faut, quand quelqu'un fait quelque chose que nous estimons à notre âme et conscience que c'est bien, il faut le dire. Si la minute qui suit, il fait une connerie, excusez-moi du terme, il faut le redire. Kabila, en décidant de ne pas se présenter, il a respecté la condition. Merci. Il faut le dire, c'est bien, il a bien fait. Mais si la minute qui suit après, il fait autre chose, qui contredit ce qu'il venait de dire, on doit le redire encore. Mais cela dit, vous savez, la communauté internationale n'a rien à cirer avec chaque pays. La communauté internationale mais elle était quand même là pour protéger ses propres intérêts. Des partis. Non. Elle avait fait pression pour dire à Kabila des partis. On avait vu tout un ramdam international. Mais il faut accepter ce que le maître a dit. Vous savez, en politique, c'est celui qui tire le premier qui a raison. Et ici, c'est celui qui est capable de faire beaucoup de troubles qui va avoir raison. Mais là, c'est pas noble, c'est pas la politique. Malheureusement, malheureusement en Afrique, c'est ça. Parce que ce que l'on fait aux autres là, personne n'accepterait ça. Oui. Et quand tu fais ça, tu ne peux pas croire que les gens vont aller s'asseoir. Ce que Kabila veut, c'est encore semer des troubles en RD Congo. Pour qu'on lui dise, écoutez, il a dit qu'il va partir, mais quand il était là, il n'y avait pas de guerre, patati et patata, donc il va rester. Et ça, ce n'est pas sain. Ce qu'il le fait, c'est vraiment pour mettre le feu dans son propre pays. Et ça, vraiment, ce n'est pas digne d'être. Ce n'est pas bien. Maître, c'est la posture de la communauté internationale qui n'a pas jusque-là dit mot. Or, c'est la même démocratie qu'elle défendait en demandant à Kabila des partis. Mais là, Kabila empêche des gens sur on va dire, des choses, pas Kabila, mais la CENI, qu'on dit, l'opposition accuse donc d'avoir fait des injonctions, des influences sur la CENI, mais il se trouve qu'en tout cas, dans le même pays, il se passe des choses, des candidats potentiels qui sont tout simplement invalidés sur des bases assez choses. Et la communauté internationale qui ne dit rien. Bon, est-ce que ce n'est pas la même démocratie ou alors... Si la communauté internationale dit quelque chose, on va dire qu'elle s'ingère dans les affaires internes de la RDC.
Mais c'était ingéré il n'y a pas longtemps pour dire à Kabila de partir. Oui. En fait, c'est ça aussi le paradoxe. Non, le problème c'est quoi? Ce sont les institutions de la RDC qui ont décidé. Et ce n'est pas encore fini. Il y a encore des voies de recours. Donc on ne peut pas encore, ce n'est pas définitif. Donc on peut encore attendre que la procédure s'épuise avant de se prononcer. Et comme je vous ai dit là, d'ici que la Cour suprême se prononce, en fonction du rapport de force, les choses peuvent évoluer. Si la Cour suprême se rend compte que, si effectivement on déclare ces gens-là invalides, on invalide leur candidature, nous-mêmes on n'aura pas la paix, ils vont décider selon ce que la sagesse va leur dire de décider. Donc la communauté internationale ne peut pas s'ingérer tant qu'une procédure n'est pas achevée. C'est comme par exemple chez nous en matière judiciaire. Là. Quand votre dossier est pendant en justice ici au Burkina Faso, vous ne pouvez pas saisir une justice internationale avant d'avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Voilà. Donc la communauté internationale sur ce plan ne peut pas encore se prononcer. On va dire, mais elle s'ingère, puisque l'affaire est saisie devant la Cour suprême, je crois, on va dire qu'elle veut donner des instructions à l'institution qui est saisie là, pour que cette institution juge dans ce sens. Donc il faut attendre que toutes les voies de recours s'épuisent à l'interne avant que la communauté internationale ne puisse se prononcer. Alors, je voulais dire seulement par rapport à ce que Maître a dit, en répétant un fait historique. Vous savez qu'il fut un moment où l'histoire du Moro dit il y avait un prince qui voulait être Moro Nava, et puis en principe ceux qui devaient choisir le Moro Nava n'étaient pas de son bord, et il a envoyé dire aux gens il faut que le vieux sache partager pour pouvoir vivre en paix. J'imagine que les juges du Congo vont pouvoir savoir mesurer la chose pour pouvoir eux-mêmes pouvoir rester en paix. Mais tout de suite, certains ont vu le syndrome, on va dire le syndrome Poutine, c'est-à-dire que Kabila fait élire son poulet et puis peut-être il se fait nommer Premier ministre, ou alors il se met de côté et puis par la suite il revient à mi-mandat, quelque chose du genre. Est-ce que ça risque d'arriver par exemple au Les gens Congo? se sont focalisés sur la candidature de Kabila en tant que président, mais quel rôle maintenant il pourrait être amené à jouer? Personne n'a... C'est le flou total. Ce qui fait qu'il peut revenir sur la scène, effectivement. Ce n'est pas exclu qu'il revienne Premier ministre même du président, qu'il a lui-même de son poulet, qu'il aurait adoubé. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu discuter peut-être de ce que M. Kabila pouvait faire bien après, ou peut-être de sa place après maintenant la nouvelle élection. Mais ça n'a pas été fait. Est-ce qu'on va revivre un scénario à la Poutine au Congo? Moi, je crois que Kabila n'a pas été assez intelligent pour penser à ça. Peut-être que maintenant, il y a pensé, mais il n'a pas prévu les stratégies en ce sens, de telle sorte que ça paraît un peu gauche maintenant. Ok. Alors, maître, on va prendre notre premier téléspectateur. Il s'agit de Youssouf Zongo, qui appelle de Koudougou. Il veut parler donc de l'arrestation de Safiatou Lopez. On l'écoute. Oui, monsieur Zongo. Oui, bonjour Lukman, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Voilà, effectivement, je voulais réagir par rapport à l'interpellation de Madame Lopez. Ok. Voilà, donc je voudrais dire d'abord que Safiatou Lopez, effectivement, tout le monde la connaît. C'est une dame qui n'hésite pas à faire une sortie médiatique ou bien dans les réseaux sociaux quand il s'agit d'une affaire vraiment qui touche la nation. Bon, maintenant, on vient l'arrêter, c'est vrai, ça fait beaucoup de réfléchis, ça fait beaucoup de débats, mais moi, personnellement, je n'ai rien à dire probablement par rapport à l'arrestation. Si elle a fait quelque chose, effectivement, qui mérite qu'elle soit interpellée par la justice burkinabé, moi, je me dis que c'est normal. Et maintenant, j'aimerais quand même dire quelque chose par rapport à l'endroit de la hiérarchie militaire et à l'endroit de la justice burkinabé. Et vous savez, la procédure telle que Mme Lopez a été arrêtée, et sincèrement, nous sommes des citoyens qui peut-être ne comprenons pas très bien les choses de la justice, mais de par la procédure même de son arrestation-là, moi je pense qu'il faut arrêter de diriger l'armée à la manière coloniale. Donc, on a l'impression que
ceux-là, les gendarmes qui sont allés opérer l'arrestation, ils n'ont pas eu assez de temps pour mener même la moindre enquête pour savoir avoir le minimum d'éléments d'information qui montrent que peut-être il y a quelqu'un qui a dû donner une information à la gendarmerie pour dire que peut-être la dame fait ceci ou bien elle fait cela. Mais on a l'impression qu'il n'y a même pas eu un minimum d'enquête pour avoir des éléments d'information avant d'y aller. Et ce que moi, personnellement, ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est quelque chose qui porte une tache noire à la crédibilité même de la gendarmerie que moi, je respecte. D'accord. Monsieur Zongo. Oui. Merci. On vous a compris. Alors, on discutait donc d'ailleurs, mais il faut savoir que le parquet aussi a fait un communiqué où le parquet estime qu'il y a eu des faits allégués qui pourraient impliquer Safiatou Lopez. Voilà pourquoi. Donc, oui. Juste une précision. Il a dit qu'il faut arrêter de faire les choses à la manière coloniale. Oui. Juste pour préciser que le colon respectait les droits plus que nous ne le faisons. C'est dangereux ce que vous dites là. Je vous ai dit tout de suite que Kwame Nkrumah était en prison quand il a gagné les élections. Il est sorti devenu directement Premier ministre. C'était sous la colonisation. Et actuellement, là, la RDC est un pays indépendant. Mais on empêche des gens de se présenter alors qu'ils ne sont même pas encore condamnés. Oui, mais ici au Burkina Faso, M. Zongo, ce qu'il veut dire, quand les gens payaient l'impôt, l'impôt de capitation, etc., ça ne se faisait pas à la douceur. Il faut aussi rappeler ça. Donc, il y avait aussi de la barbarie quelque part. Non, attention. Suivez les procédures. C'est entre nous, c'est nous qui nous brutalisons entre nous. Ok, d'accord. Ce n'est pas le colon qui disait d'aller brutaliser. Et la raison pour même les massacres qui sont produits ici, là, c'est entre nous. C'est-à-dire, quand on te vête, n'est-ce pas, d'une certaine autorité, toi aussi, pour faire savoir que tu n'es pas n'importe qui, alors tu brutalises tes propres frères. Donc c'est nous qui nous brutalisons entre nous. Ce n'était pas des ordres du colon. Et la preuve est que quand ça arrivait au ministère des colonies en France, et de même qu'en Grande-Bretagne, les coupables étaient sanctionnés. D'accord. Mais maître, je vais juste rappeler l'histoire de Thomas Sankara, l'histoire du vélo. On l'a arrêté, on a arrêté son papa, etc. Ça aussi, c'était le colon qui l'a fait directement. Alors, on va revenir. On a un deuxième téléspectateur, M. Eric Congo, qui appelle de Ouaga, par rapport aux attaques contre les FDS. Oui, M. Congo, bonjour. Oui, allô, bonjour, Lukman. Bonjour. Oui, allô, je vous entends? Oui, nous aussi, on vous entend très bien. Voilà, je voulais intervenir par rapport aux différentes attaques et aux stratégies de communication. D'accord. Ok, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment à votre niveau, vous, les journalistes. Parce que je me demande quel type de communication vous voulez que l'armée communique. Bon, étant donné qu'on dit que l'armée, c'est la grande miette, ça veut dire que aujourd'hui, ce que nous avons comme connaissance en journalisme et communication, et c'est pas forcé que les FDS aient cette même connaissance-là. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne faut pas qu'on communique des choses au profit de certaines personnes qui sont tapis dans l'ombre et qui recherchent certaines informations. Bon, moi, je pense qu'il faut être un peu doux avec ces gens-là. Voilà. Et la dernière fois, on a vu même à la télé que les éléments de Evra Somna même ont pris des journalistes, aller sur le terrain, aller faire une formation, afin que ces gens-là comprennent comment ça fonctionne parfois. Parce que si nous, à chaque fois, nous sommes là, nous critiquons la hiérarchie militaire, nous trouvons qu'ils communiquent mal. Bon, peut-être que c'est parce que nous sommes des journalistes que nous voyons certaines choses. Et eux, ils ne voient pas la chose de cette manière. En tout cas, moi, vraiment, je me pose la question, si moi j'étais un homme de tenue, est-ce qu'aujourd'hui, il ne fallait même pas voir la vocation? Parce qu'à la limite, c'est comme si vous ne savez même pas ce que vous faites. Voilà. Et moi, mon inquiétude, c'est assez lourd. Je pense que nous devons avoir confiance à notre armée et savoir que même si on arrête quelqu'un, de toute façon, si la personne est innocente là, cette personne serait libérée. Nous ne sommes plus à une époque où on peut prendre quelqu'un, déporter et puis porter disparu, on ne sait pas. Voilà. Vous devez parler des attaques, donc ne faites pas de digression. Vous devez parler des attaques. Puisque c'est par rapport aux attaques aussi qu'on arrête certaines personnes.
Voilà. Et même la communication là, même si elle est laminaire, je pense qu'à la longue, nous aurons certaines informations. Et vraiment, il faut beaucoup féliciter nos FDS là. Et moi, personnellement, je les tire mon chapeau et je les demande d'être encore plus vigilants et de faire vraiment très très attention avec leur communication. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Congo. Je pense qu'on ne se comprend pas. Parce qu'il faut voir par communication, il n'y a pas, je ne sais pas quoi, le Burkina n'a pas inventé la communication. Et il n'y a pas une communication burkinabé militaire. On regarde par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et les règles, les fondamentaux, tout est là. C'est par rapport à cela que nous, on discute. On n'a pas dit de communiquer sur des secrets d'État ou des secrets de défense. Non. Donc, je pense qu'il faut définir d'abord la notion même de ce qu'il faut communiquer et ce qui ne faut pas être communiqué. Parce qu'on ne veut pas aussi se retrouver dans un État où, sur la base d'un soupçon, on peut aller régler des comptes. Ça aussi, on ne peut pas. Juste une minute. Oui. Je pense que c'est M. Congo, c'est ça. M. Congo a parfaitement raison quand il dit qu'il faut qu'au niveau de la communication, surtout dans cette période de guerre-là, entre les FDS et les médias, il y a une certaine forme de symbiose pour qu'on puisse donner les informations à ne pas mettre la vie de notre pays en péril. Je prends un exemple. Moi, je cause beaucoup avec des autres. Par exemple, quand vous regardez ce qui se passe au Mali, lorsqu'il y a une situation, il y a une situation room où les militaires, il y a les journalistes qui sont assis, on explique ce qui s'est passé devant les journalistes et on leur dit, cette partie-là n'est pas à diffuser, cette partie-là est à diffuser. On vous donne ces informations pour que vous sachiez pouvoir écrire vos articles. Est-ce que ça se fait à la gendarmerie et à la police ici? Au contraire, les gendarmes, les policiers et les militaires, quand ils voient un journaliste, ils voient quelqu'un qu'ils doivent bastonner. Ils ne créent pas la collaboration. Et tant qu'eux-mêmes... Alors, il faut le dire, parce que ce que le monsieur dit, c'est très important. Ce n'est pas que les journalistes, on n'est pas des apatrides qui voulons mettre notre pays à feu et à sang. Mais on n'est pas là non plus aussi pour servir du n'importe quoi aux populations. Et puis après, on va nous accuser d'avoir menti. Voilà, c'est ça. Il faut une certaine connivence. Il faut une certaine connivence entre l'état-major de la gendarmerie, de la police, de l'armée, avec certains journalistes, c'est pas tous les jours, avec certains journalistes, pour que les informations... Merci Ali. On va prendre le troisième téléspectateur. Mais pour dire à M. Congo, c'est que même dans le code de l'information ou la loi portant statut des médias, il y a des secrets militaires qu'on ne diffuse pas. Donc les journalistes ne peuvent pas diffuser des secrets, des secrets militaires. Alors on va prendre le troisième téléspectateur qui est M. Daouda Sawadogo qui appelle de Ouagadougou. Il revient sur l'arrestation de Mme Lopez. Allô? Bonjour, oui, allô, oui. Monsieur les journalistes. Oui, bonjour M. Daouda Sawadogo. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors je peux dire que moi, je n'entre pas dans les détails des raisons qui ont fait que Mme Fatoumata Lopez a été arrêtée. Mais seulement c'est la méthode. Une méthode musclée comme si on était parti pour être un terroriste. C'est ça qui nous pose problème. Et maintenant, M. Ali Kopori dit que lui, l'avocat de Fatoumata Lopez a tenu des propos et que si c'était lui, on l'aurait emporté. Mais là, il y a une différence entre M. Ali Kopori, journaliste de la radio-télévision nationale burkinabé, et un avocat. Un avocat peut tout dire pour sauver son client. Mais le journaliste transmet les informations, les vraies informations aux auditeurs. Donc lui, Ali Kopori, est tenu de transmettre l'information, les vraies, aux populations. Maintenant, s'il veut utiliser les méthodes d'un avocat, parce qu'un avocat peut tout faire, il peut même mentir pour sauver son client, alors que lui, il a un rôle de communication et d'information. Voici la différence entre les deux. Merci beaucoup. Merci pour la précision, M. Sawadogo. Est-ce que vous avez quelque chose encore par rapport à l'arrestation de Mme Lopez? Ah, d'accord, il est parti. Non, moi, je voulais dire quelque chose par rapport à l'intervenant précédent. C'est de dire à M. Congo, pour dire les journalistes, par rapport aux journalistes sur la communication. Non, ce que nous plaidons, vous savez, nous aimons quand les gens font les choses d'une manière professionnelle. Parce que je peux même être en désaccord avec quelqu'un. Mais quand la personne fait bien son travail, même si je ne l'aime pas, je dois apprécier la façon dont il fait son travail. Ce que nous plaidons, c'est que la justice, les forces de l'ordre, fassent leur devoir d'une manière professionnelle et qu'on ne puisse pas retrouver à redire de la manière dont ils font leur travail. C'est tout ce que nous demandons. Merci. Alors, il faut qu'ils sachent que
l'armée a des techniciens. L'armée a un service de communication. Il y a même un porte-parole. Et dans tous les domaines de spécialité de la vie civile, l'armée en a aussi. Donc, ils ont les moyens, ils ont des journalistes, ils ont des médecins, ils ont des ingénieurs, ils ont des informaticiens. Donc, ils ont les moyens de faire leur travail, de donner les explications qu'il faut. Maintenant, pourquoi ils ne le font pas ou pourquoi ils le font mal, c'est ça la question. D'accord. On prend donc notre quatrième téléspectateur. Notre quatrième est Mme Chantal Koulidiati, qui appelle de Bobo de Lasso. Elle intervient sur les attaques contre les FDS. Bonjour madame. Oui, bonjour. D'abord, je voulais saluer l'émission. Merci madame. Et mon intervention, c'était par rapport aux attaques terroristes. D'accord, on vous écoute madame. D'accord. Bon, ce que je voulais dire en fait, c'est demander à la population de soutenir les forces armées. Ça veut dire que c'est comme un des journalistes a dit, c'est le monsieur qui a eu à dire, nous sommes tous des militaires. Et je pense pour moi qu'il faut éviter de condamner à chaque fois ces personnes parce que ils travaillent dans l'ombre pour aider notre nation. Et mon souhait surtout est que chaque Burkinabé puisse véritablement avoir compassion et réaliser que le Burkina Faso ne sera pas libéré seulement par ses forces armées. Nous devons mettre notre pierre afin que cette nation puisse vivre. Et par rapport aux attaques terroristes, c'est pour dire encore, certaines personnes ou certains partis sont en train de dire que si on les prend, ils peuvent résoudre la situation. Moi, je pense que si tu aimes ton pays, si tu aimes cette nation, il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. Il faut travailler à l'unisson. C'est ce que moi je voulais dire en fait. Merci, Madame Koulidiati qui a fait de Bobo de Lasso. Alors, voilà, vous avez quelque chose par rapport à l'intervention de Madame qui revient sur le fait qu'il faut que... voilà, D'accord. Je dis que bon, dans ce genre de conflit-là, c'est pas seulement par les armes qu'on peut gagner, il faut la participation et la collaboration de tous. C'est ce qu'on a dit ici. Voilà. Donc, en fait, je suis bien d'accord avec Mme Koulidiati. Les militaires, les policiers, les gendarmes ont besoin d'informations pour travailler. Mais ces informations, ce n'est pas seulement par leur structure. Mais même paysans dans la rue, on a vu comment les Vietnamiens sont venus à bout de l'armée américaine. Tout simplement. Voilà, même Mao. Oui, la guerre d'Algérie. Donc, on a besoin de tous les Burkinabés. Maintenant, ce dont nous parlons ici, ce n'est pas qu'on condamne les policiers, les militaires ou les gendarmes. On leur demande seulement que dans l'exercice de leurs activités, qu'ils appliquent la loi et qu'ils apportent beaucoup d'humanité parce que ceux à qui ils ont affaire aussi, ce sont des Burkinabés, des frères et des sœurs, des enfants, des parents comme eux, des amis même comme eux. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, nous sommes de cœur avec eux et on est peiné lorsqu'ils sont touchés. Ok, allez, on va très vite prendre notre cinquième téléspectateur, M. Ousmane Sissé, qui appelle de Ouagadougou, qui revient sur l'arrestation de Dame Lopez. M. Sissé, bonjour. Bonjour, chers amis. Et je remercie tout le monde pour leur contribution. Et c'est par rapport à l'interpellation ou l'arrestation de Mme Lopez. Je pense que c'est une arrestation musclée. Et je pense aussi que c'est une humiliation pour elle et surtout pour toute sa famille et pour toutes les femmes de façon générale. Et quel que soit ce qu'elle ait fait comme mal, je pense que la manière dont elle a été interpellée n'est pas une manière à saluer. Et notre pays a une police judiciaire équipée et je pense que parmi eux il y a des hommes aussi courageux, capables d'aller faire des interventions sans pour autant qu'elles soient séquestrées. Parce que quand il parle de séquestrer, c'est selon son avocat qui parle de séquestration. Et moi, je crois beaucoup à son avocat. Je pense qu'il va falloir que notre pays travaille pour l'enracinement de la démocratie encore dans notre pays. Parce que même sous Blaise Compaoré, ces cas malheureux-là, on ne les assistait pas comme ça. Et si les bonnes mémoires, c'était de la même manière que le monsieur de Canis International a été interpellé aussi, arrêté. Monsieur Sissé. Je pense que ça n'honore pas notre pays. Monsieur Sissé.
Oui. Merci pour votre participation. On ne pourra pas vous laisser développer longtemps parce qu'on est pris par le temps et il est l'heure. Merci. Oui, merci. Évariste, on est vraiment. Je veux dire que c'est très important. Merci, Évariste. Merci. Monsieur Cissé, merci. On se retrouve dans 2 semaines. Loukman, monsieur Cissé a fait quelque chose. Oui, Ali, on a terminé. On ne peut plus. 3 secondes, monsieur Cissé, merci. Issaka Traoré devait nous appeler de la Côte d'Ivoire. On attendait vraiment cet appel-là qui vient de l'extérieur. Monsieur Mounia Baro également, qui voulait intervenir. Malheureusement, le temps est fini. Je voudrais donc vous dire merci tous d'être venus sur ce plateau-là. Donc, il y avait Maître Kielem, Apollinaire Kielem de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau et président du Centre de recherche internationale de stratégie CRI. Merci, Maître, d'être venu sur ce plateau pour les contributions. Et puis, André Eugène Ilboudo, il est directeur de la radio des écoles. Évariste Consebo, chroniqueur média, directeur de publication du Cercle d'éveil, qui est un journal spécialisé, et président du Cercle d'éveil, qui est une association de promotion de défense des droits de l'homme également, premier porte-parole du FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. Merci. Et puis Ali Mamadou Ali Kompaori, il est journaliste à la RTV Télévision Nationale, ancien présentateur du journal. Merci. Quant à l'équipe technique, il y avait Jonas Sawadogo, Florian Zoundi, Francis Traoré, Daouda Sano, Mohamed So, Herman Tienrebogo, Armel Umtungdo, Stéphanie Toué, Esaïl Boudou, Tassiré Tiemtoré et Jonathan Ilboudo comme réalisateur de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Dans 2 semaines, on se retrouve pour une autre émission interactive. En attendant, on se dit au revoir et à la semaine prochaine si Dieu le veut.